bienvenue. Juste pour commencer, moi j'aime bien commencer par prier pour demander à Dieu de nous aider à participer à cette soirée. Je vous propose, nous prions, oui. Seigneur Jésus, nous sommes là, tous rassemblés, et tu as dit dans ta parole que là où un ou deux personnes seront réunies en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Eh bien ce soir, c'est ce qu'on te demande, tout simplement. Que ton Saint-Esprit ouvre notre cœur, ouvre notre esprit, Seigneur, oui, et qu'il soit vraiment présent. On a vraiment besoin de toi aussi ce soir. Et puis, Seigneur, qu'il vivifie aussi notre communion fraternelle, afin qu'on soit vraiment bien ensemble ce soir. Merci d'avance, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Alors après, je vous propose de chanter, si Zouzou peut venir au piano. Alors c'est un chant que tout le monde connaît. Pourquoi chanter ? Parce que pour moi, demander à Dieu d'être présent, le louer, ça, je pense qu'il sentira plus qu'on a besoin de lui. Alors je ne peux pas entonner, hein. Alors le thème de ce soir, c'est le numérique, l'écologie et puis le chrétien. Alors c'est juste un témoignage. C'est pas un enseignement, c'est pas quelque chose comme ça. C'est vraiment ce que moi je crois, ce que je sens. Alors ça a la force d'un témoignage parce que c'est ce que je pense. Mais ça a aussi toute la faiblesse parce que je suis qu'un homme, je peux me tromper. Je suis bien conscient que je peux me tromper. Et puis ce que je vous propose, c'est que mon cheminement à moi, qu'on va suivre un petit peu cette soirée, ça inaugure, ça vous incite aussi à avoir votre cheminement un peu sur le même sujet. Ça ne va pas plus loin que ça, mon témoignage. Voilà. Alors, le numérique, c'est quoi ? C'est les réseaux sociaux, l'informatique, l'intelligence artificielle. Entre parenthèses, c'est un truc dont tout le monde parle. C'est présent partout et toujours. Et puis, ils sont en train de nous modifier sans qu'on s'en rende compte. Et nous, l'homme, ce roseau pensant, faible créature, mais doué de conscience, est-ce qu'on n'est pas en train d'être impacté par ce numérique ? En plus de ça, il y a la détérioration de notre planète, et chacun sait qu'elle s'accélère. Sommes-nous conscients des tendances et de tous ces risques dans la mutation de notre civilisation et de notre monde ? Je n'en suis pas sûr. Et puis après, pour terminer, c'est comment réagir en tant que chrétien. Puis là, ça sera mon témoignage spirituel. Alors, les réseaux sociaux. Alors, j'ai essayé de décrire, je ne suis pas un spécialiste en numérique, mais j'ai quand même creusé la question. Et puis, voilà ce que j'ai trouvé, quoi. Donc, ce sont des plateformes informatiques. Il y en a beaucoup de sortes, aussi bien pour les photos, pour les vidéos, qui sont interactifs. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est important, il y a 6 milliards de personnes qui sont connectées aux réseaux sociaux, c'est-à-dire les 3/4 de la population mondiale. L'univers actuellement, c'est un peu plus de 8 milliards de personnes.
Puis pour moi, ils me font peur parce que ce sont des systèmes addictifs. Addictifs, pardon, j'ai un problème de voix. Hein. Malgré tout, ils sont avant tout appréciés et très, très utilisés. Alors, ces réseaux sociaux, c'est devenu un véritable phénomène de société. C'est presque devenu un prolongement de notre identité. D'ailleurs, un jeune, un ado qui ne va pas sur ces réseaux sociaux, c'est comme s'il n'existait pas pour ses copains, copines. Alors, les revenus de ces réseaux sociaux, c'est la publicité et les investissements particuliers. Alors, pour donner un exemple, Facebook, c'est un chiffre d'affaires de 135 milliards et ça équivaut au PIB du Luxembourg. Donc, ces sociétés-là, ils ont des forces financières qui sont comparables à celles de certains États. Alors, il ne faut pas non plus être naïf. Hein. Ces réseaux sociaux, les propriétaires de ces réseaux sociaux, ils cherchent qu'une chose, c'est gagner de l'argent. Ce n'est pas être utile à la population. Les propriétaires, c'est d'abord gagner de l'argent. Il ne faut pas être naïf. Hein. Alors, j'ai trouvé 6 côtés positifs. L'éducation, parce qu'en fait, on a un accès quasiment gratuit à un enseignement de grande qualité. On peut trouver des choses formidables en enseignement sur les réseaux sociaux. Il y a l'ENA, HEC, Polytechnique, les facultés, puis il y a encore plein d'autres choses. Ils informent aussi constamment, tout le temps. Comment ? Oui, exact, oui, tout à fait. Si vous voulez m'interrompre, allez-y, hein, parce que c'est plus facile quand c'est un dialogue et puis, qu'un monologue, hein, c'est plus facile. Donc ils informent. Ils nous informent sur la situation mondiale. Puis moi, je me souviens du Covid. Pendant le Covid, on avait des informations sur le monde entier, sur la santé, presque continent par continent. Ils peuvent aussi enrichir nos liens avec nos proches. On a des visios quasi gratuites. Par exemple, quand moi je téléphone à mes enfants, maintenant je le fais en visio. Et puis ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien à part mon abonnement d'Internet. Alors ces réseaux sociaux offrent aussi beaucoup d'opportunités, notamment pour les emplois, pour les contacts, pour les découvertes de domaines qu'on ne connaît pas, etc. Donc ils ont des côtés vraiment positifs. Il y a certaines personnes qui créent des communautés. Mais en fait, ce sont des outils puissants, essentiellement donc de liaison, et puis d'information. Par contre, ils ont aussi des côtés négatifs. Ils ont un impact destructeur sur la santé mentale. Il y a certains ados qui, parce qu'ils sont toujours le nez sur leurs réseaux sociaux et sur Internet, ils deviennent anxieux, ils deviennent seuls, ils deviennent dépressifs, ils ont une sorte de mal-être. Et ça, les psychologues sont d'accord pour dire que les réseaux sociaux en sont en partie responsables. Puis en plus de ça, ces réseaux sociaux, comme ils sont faits là et bâtis pour gagner de l'argent, ils essayent de nous rendre accros. Il y a des gens qui sont vraiment addicts de ça. Et puis, ma foi, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de dérives, puisque c'est anonyme, il y a du cyberharcèlement, il y a des arnaques, du vol de données, des rencontres dangereuses, etc., etc. Donc les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très bien, mais d'un autre côté, le revers de la médaille, il est là, il est là. En plus, et ça on ne s'en rend pas forcément compte, il modifie la personnalité, notamment l'augmentation de la timidité, la perte de la confiance en soi, parce que je ne sais plus ce que je dois faire, alors je vais chercher sur le réseau social pour essayer de trouver les réponses à mes questions que je pourrais trouver en moi-même. Ils entament l'esprit critique et la capacité de décider, puisqu'on va chercher des réponses ailleurs. Ils réduisent les liens familiaux, parce que quand on est sur son ordi, sur son portable, on n'est pas avec ses parents, avec ses cousins, avec ses frères et sœurs. Voilà. Alors maintenant, ça c'était pour les réseaux sociaux. Maintenant, je voudrais vous parler de l'intelligence artificielle. Alors pareil, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Et ce témoignage-là, il est fait, il a été écrit d'une manière un petit peu bizarre. J'ai un petit-fils qui va passer le bac cette année, puis qui a un esprit un petit peu particulier. Il est plutôt scientifique que littéraire. Et puis on a échangé des informations techniques. Et puis il m'a envoyé des sites sur lesquels il y avait des conférences très intéressantes. Puis je lui ai rétorqué, je lui ai renvoyé. Donc on a eu un échange. Puis finalement, à force d'échanger, j'ai pris la plume puis j'ai écrit, quoi. Alors, l'intelligence artificielle.
Ça essaye de simuler l'intelligence. Ce n'est pas une intelligence. D'ailleurs, dans IA, c'est le même I anglais que dans CIA, Central Intelligence Agency, ou dans CIA, le I, c'est beaucoup plus information qu'intelligence. Donc là, il y a une petite ambiguïté sur les mots. Donc elle n'est en fait que comparaison, calcul de probabilité. Elle est incapable de différencier le vrai du faux, mais ça est en train de changer, ça. Ils essayent de trouver des trucs, ça change quand même un petit peu. Par contre, elle fait appel aux dernières technologies et techniques, à des sciences diverses. C'est incroyable tout ce qu'elles touchent. Elles vont chercher les dernières découvertes en mathématiques, en statistiques, en probabilité, etc. En plus, elle utilise, cette IA, les avancées informatiques les dernières, notamment au niveau du hard, au niveau des ordinateurs. Elles utilisent des ordinateurs classiques, comme celui-là, comme le mien, aussi bien que des ordinateurs quantiques, que neuronales, vraiment les derniers connus, les sociétés qui font de l'IA les utilisent. Et puis, son avenir donc, est cependant immense. Et par contre, on ne sait pas exactement ce que ça va devenir, ça. Hein. Et son impact à terme est assez inconnu. Alors, les généralités sur l'IA. L'IA permet de résoudre des problèmes à très forte complexité. Elle est utilisée dans beaucoup de domaines. Les moteurs de recherche, les logiciels, les systèmes de recommandation, les systèmes experts, l'aide au diagnostic médical, les décisions juridiques, les traductions orales en temps réel, la génération d'images, de vidéos, les voitures autonomes utilisent l'IA, la prise de décision automatisée. Hélas, l'armement, je suis non violent, moi. Alors, l'armement aussi, hélas, l'armée en profite aussi. Il y a des jeux, la reconnaissance de forme, la reconnaissance aussi audio aussi. Par exemple, actuellement, il y a des jumelles qui ont de l'IA pour reconnaître les oiseaux. Vous regardez l'oiseau dans les jumelles et ils vous disent ce que c'est, par exemple. Pareil pour le son. En fait, l'IA, elle touche tout, aussi bien, alors, c'est une petite boutade, aussi bien de la recette culinaire jusqu'à la bombe nucléaire. Mais par contre, l'IA, elle suscite énormément d'interprétations, de fantasmes, d'inquiétudes. C'est un avenir économique fou, puis il y a beaucoup de choses, quoi. Et de plus en plus d'entreprises l'utilisent. Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne sait pas forcément que ces entreprises utilisent l'IA. Alors, toujours dans les généralités, le marché mondial de l'IA était donc, ça c'est des chiffres de 2023, on est en 2025, 187 milliards de dollars. Il sera de l'ordre, bon ça c'est estimé, hein, il sera de l'ordre de 1800-1900 milliards de dollars en 2030. Et pour rappel, le PIB de la France, en 2023, c'est 2800 dollars. Donc on arrive à des chiffres d'affaires qui sont du même niveau que des chiffres d'affaires de très gros pays industriels et économiquement forts. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Donc c'est vraiment une puissance économique très importante. Ensuite, l'IA, elle a une croissance prévisionnelle très, 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 très forte. J'ai écrit ça à peu près mi-décembre, fin décembre. Hein. Et depuis, le nombre d'articles qui ont paru là-dessus en disant « il se passe ci, il se passe ça bouge dans tous les coins, dans tous les sens ». Depuis que j'ai écrit ça, la Chine s'immisce dans la compétition, a créé aussi des sociétés d'IA. Et puis là, il y a des côtés négatifs dans l'IA, il ne faut pas oublier. L'IA consomme 350 TWh à comparer aux 2650 TWh consommés en 2020 en France. C'est-à-dire qu'à terme, l'IA au monde consommera autant qu'un grand pays. C'est faux. Et puis là, ma foi, c'est les dégâts. Quand on utilise autant d'énergie, dépenses d'énergie égale dégâts écolos. Hein, et là, c'est comme ça, quoi. Voilà. Alors, comment ça marche ? Alors, je me suis permis, c'est vraiment de la vulgarisation, et puis s'il y en a qui me disent c'est plutôt comme ci ou plutôt comme ça, n'hésitez pas, parce que ça m'enrichira aussi moi. Donc, l'IA nécessite des données, des programmes et des ordinateurs. Donc, 3 choses. Données, programmes, ordinateurs. Et puis, bien sûr, des hommes. Alors, les données, quasiment
tout est numérisé. Tout. Tout ce que l'humanité a produit depuis qu'elle existe est actuellement numérisé. À un tel point, c'est qu'il y a des sociétés qui créent de l'IA, qui ont eu besoin de trouver des données qui n'avaient pas été exploitées pour faire des expériences, ils n'en ont quasiment pas trouvé. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Donc l'IA, c'est vraiment astronomique. Les données, c'est astronomique. Alors, je voudrais insister sur un point. Donc tout est quasiment numérisé et annoté. Ça veut dire qu'une donnée, pour qu'elle soit utilisable par les programmes, elle est annotée, elle est classée, et ces annotations permettent son utilisation. Et au travers de ces annotations, ça véhicule d'autres notions auxquelles on n'a pas du tout... on ne peut pas y arriver. Notamment tout ce qui est culture. Par exemple, donc comme ça, et c'est essentiellement des programmateurs américains qui l'ont fait, eh bien, si je reprends par exemple le juridique qui a été numérisé, bien, le juridique français, il sera annoté avec une culture juridique américaine. Vous voyez, donc c'est pas aussi simple que ça. Alors, mais tout était numérisé. C'est astronomique. On n'arrive pas à imaginer. Et puis, tout ce qui est créé encore continuera à être numérisé, à être utilisé. Les programmes. Donc, ils ont utilisé des milliers d'ingénieurs, des milliers de programmateurs. En plus, ces programmes utilisent les dernières recherches en sciences et en techniques d'informatique. Comment ? Eh bien, c'est une chose fausse. Cette remarque, elle est tout le temps plus juste qu'en fait, l'IA est souvent... Enfin, en mois de décembre, on va dire ça comme ça, le point faible de l'IA, c'est qu'elle ne connaissait pas faire la différence entre vérité et mensonge. Je prends un exemple qui était m'est donné dans ce que j'ai lu sur l'IA, c'est par exemple l'IA pour caractériser ce qu'est un chat, elle a peut-être 10 millions de photographies de chats. Mais manque de peau, il y a, dans ces 10 millions de photographies, il y a un chien violet dedans. Parce qu'il y a une erreur humaine, il y a eu un chien violet. Eh bien, si vous demandez à l'IA de me trouver un chat violet, il vous montrera la photo du chien violet. Donc il y a vraiment des sources. Voilà, je schématise, bien sûr. Et tout est numérisé. C'est ça qui m'a surpris. Alors, les programmes, ils ont été créés par des milliers d'ingénieurs. Et en plus, ces programmes utilisent les dernières techniques, les dernières recherches, aussi bien en mathématiques qu'en informatique, etc. Mais en plus, ils ont un côté que j'ai découvert qui, moi, m'a interrogé vraiment, c'est qu'en fait, ces programmes, ils s'améliorent eux-mêmes. C'est ce que les Américains appellent le deep learning. C'est-à-dire que le programme, il voit qu'il n'est pas assez puissant, pas assez fort, il s'apprend à faire des programmes plus puissants, et sans intervention humaine. Et ça veut dire que ça avance, et puis l'homme, il ne domine plus ces logiciels. Et puis, bien sûr, l'IA utilise les derniers ordinateurs, donc, par exemple, les neuronaux, les quantiques, etc. Et ces nouveaux ordinateurs ont une puissance énorme. Mon ordinateur-là, sur un calcul qui durait 60 ans, eh bien, un ordinateur quantique, il le fait en quelques secondes, en une trentaine de secondes. 60 ans avec celui-là, 30 secondes avec un autre. Et ça dépasse presque l'entendement. Et ça augmente, et ça fleurit toujours, ça fleurit toujours. Alors, 6 côtés positifs. J'ai essayé de restreindre un petit peu. L'IA a de multiples avantages. Aider au quotidien, partout et très souvent. Formation et apprentissage, notamment l'apprentissage en virtuel. Le partage des idées et des informations avec le monde entier. Toutes les données numériques sont disponibles à tout le monde. Et il y a la propriété intellectuelle, etc., c'est quasiment balayé. L'efficacité dans toutes sortes de domaines.
Alors, il y a des exemples où vraiment c'est formidable. Je prends l'exemple du cancérologue qui étudie une mammographie ou qui étudie une étude du côlon, etc. Eh bien, l'IA va détecter des cancers que l'homme, le médecin, ne trouvera pas. Et c'est pareil pour les métastases. Et c'est pareil pour les métastases. Donc, l'IA apporte énormément de choses et de très bonnes choses. Donc ensuite, après la productivité, du gain de temps, ça prolongera le potentiel de l'homme avec, on peut mettre des points de suspension. Alors, de plus, l'IA est difficile à prédire, on ne sait pas où ça va aller. Mais elle sera généralisée sans qu'on s'en rende compte. Et déjà maintenant, il y en a presque partout. Donc c'est quelque chose qui bloup, 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 et ça va dans toutes les directions, dans tous les sens. Alors peut-être que je suis trop pessimiste, je ne sais pas, mais c'est ce que je pense actuellement. L'intelligence artificielle a de multiples inconvénients. Perte de la confidentialité, des propriétés des données, c'est là la propriété intellectuelle, les risques de mise en danger de la vie privée, parce que c'est déjà le cas, par exemple, sur Facebook. Vous mettez un article sur Facebook, il ne vous appartient plus à vous, mais il appartient à Facebook. Et puis, c'est déjà pas simple, hein. Donc il y a des erreurs, parce que les informaticiens qui font de l'IA, ils appellent ça des hallucinations. Et puis la différence entre, alors je ne peux pas m'empêcher de dire ce que j'ai lu par exemple pour faire la différence entre la vérité et le mensonge. Le mensonge devient plus faux, n'est plus un mensonge, ça devient une probabilité alternative. Je ne sais pas si vous voyez le vice ça enlève le côté négatif et destructeur du mensonge. Et puis, si on va plus loin, on peut compléter dans cette direction-là. Et donc, ces gens-là, et quand on voit dans le monde dans lequel on vit, on a tous entendu parler des fake news, des fausses informations qui circulent. Je pense aux films complètement faux où on voit, j'ai un sourire en y pensant, en voyant Kalinski qui donne un coup de poing à Trump. Ça, c'était créé avec de l'intelligence artificielle. Mais à terme, ce type de choses deviendra tellement bien faite que pour faire la différence entre le vrai et du faux, je ne sais pas. Alors, il y a quelque chose qui m'inquiète aussi, moi personnellement, bon, c'est peut-être moi seulement, hein. L'intelligence artificielle n'a ni conscience ni âme, et ses objectifs sont inconnus. Alors, je vais donner un exemple. Je n'ai pas pu m'empêcher, avant de venir ici, d'essayer un petit peu sur ChatGPT, de poser quelques questions pour voir comment ça répondait. Alors, j'ai été extrêmement surpris. Il n'y a quasiment aucun sujet tabou, si ce n'est l'avenir. Il dit clairement, je ne prédis pas l'avenir. Si je lui demande la couleur des yeux de mon épouse, il me dira, je ne la connais pas. Mais si je lui dis, j'ai un problème dans mon couple, il va me poser des questions et il va réussir à composer avec moi un semblant de solution. Un autre exemple, si je lui demande de me donner un commentaire spirituel sur un verset, et là, il est très fort. Non seulement il va retrouver le verset, il va vous dire à quel psaume ça appartient, il va vous donner d'autres versets qui ont la même tendance, il va vous donner des commentaires, et honnêtement, ces commentaires, ils tiennent la route. Mais par contre, quand on ne fait que lire ces commentaires, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui manque. Ces commentaires, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Philippe n'est pas là, mais je ne peux pas m'empêcher. Quand j'ai lu ces commentaires, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une réaction donc de la maman de Philippe, que beaucoup de gens connaissent, hein, d'Elisabeth, quand on parlait du culte, et dit, ah oui, le culte était très bien, mais il n'a rien dit de faux. Et puis elle s'est arrêtée. Après, je vous laisse. Et moi, quand j'ai lu ces commentaires, j'ai eu exactement le même type d'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète aussi, moi, personnellement, c'est ce point-là. Vous voyez là quand ça bouge, là? Vous voyez mon curseur? Ah, bon. Donc, c'est vu la complexité de l'IA,
On ne peut plus connaître le pourquoi et le comment de la création des réponses. Même le spécialiste, les logiciels sont tellement compliqués qu'ils n'arrivent pas à savoir réellement d'où vient la réponse. Ils savent globalement que ça marche, ils savent globalement que l'IA, c'est comme une sorte de boîte noire, et ils ne savent pas trop ce qui se passe dedans. C'est devenu tellement complexe que ça en arrive à ce niveau-là. Ensuite, encore un autre côté négatif, la consommation d'énergie, elle est énorme. Je l'avais dit tout à l'heure, et il y a beaucoup de gens qui se demandent si elle va être supportable par la planète, tellement elle est énorme. Ouais. Et puis donc après, l'emploi sera directement impacté, et ceci très fortement. Ah, lui doute. Alors, sur l'emploi, alors j'ai essayé un peu de creuser. Alors, quel va être l'impact de l'IA sur l'emploi? Alors, je vais déjà vous dire, j'ai été chercher l'avis de gens qui savent beaucoup mieux imaginer l'avenir que moi. Et je dis bien, c'est qu'une imagination. Hein. Alors, notamment, je vais vous donner l'opinion de Bill Gates, c'est celui qui a créé Microsoft. Mais Bill Gates c'était quelqu'un qui envisage quand même les choses beaucoup mieux que moi. C'était quelqu'un qui avait quand même écrit, je crois que c'est 7-8 ans avant le Covid, qu'un des principaux dangers de l'humanité, c'était l'existence d'un virus virulent qui serait transmis par l'air et par la respiration. Pour vous donner, donc je ne dis pas que ce qu'il dit, il a raison, mais je fais attention à ce qu'il dit, on va dire ça comme ça. Alors Bill Gates, lui, il dit sur l'impact de l'IA, il y aura 3 domaines où l'IA favorisera les emplois. C'est l'énergie, la biologie et l'IA lui-même. Et puis il y a d'autres, donc je répète, l'énergie, la biologie et l'intelligence artificielle. Et puis d'autres personnes que j'ai trouvées qui faisaient des prévisions et disaient que les emplois les plus impactés par l'IA vont être tout ce qui est expert et conseiller, parce qu'on trouvera les réponses directement dans l'IA. Ensuite, il disait tout ce qui est manuel, ça restera manuel. Je ne vois pas l'IA en train de construire un mur ou en train d'abattre un arbre. Hein. Donc il y aura toujours des manuels. Et puis par contre, dans l'IA, ce qu'il disait, c'est que les gens qui ne sauront pas utiliser l'IA, ce seront ces gens-là qui auront le taux de chômage le plus élevé. Voilà juste ce que je voulais dire sur l'impact de l'IA sur l'emploi. Bon, alors, on va essayer le numérique en général. Donc pour moi, le numérique, c'est l'informatique. Je n'ai pas parlé d'informatique parce qu'elle est déjà répandue partout. Il y en a partout de l'informatique, hein. Des logiciels, il y en a partout. L'informatique, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Le numérique envahit notre vie quotidienne. Son expansion est quasi certaine, ça continuera toujours, et sans quasiment aucun frein. Il n'y a quasiment pas de frein actuellement à ça. Plus grave, on ne mesure pas son impact. Pour moi, on est devant un fait accompli. Ce numérique, il est là, il vit, il avance, il progresse, et c'est comme ça. Voilà. Et on ne peut déjà plus faire sans l'informatique, les réseaux sociaux, ni l'IA. Et quelque part, quand on veut faire un peu de philosophie, on s'aperçoit que ça rappelle les profondes mutations de notre société avec l'arrivée de l'imprimerie, l'arrivée de l'électricité, la machine à vapeur, etc., etc. Et en fait, on n'est jamais revenu en arrière. On a toujours avancé. Et pour ce numérique, pour moi, ça sera pareil. Alors, pour faire une petite synthèse, bien sûr, le numérique nous aide avec beaucoup d'efficacité dans de très très nombreux domaines. On ne peut plus ni s'en passer ni y échapper. Et sans qu'on s'aperçoive, il est comme un dictateur. Il est là. On ne peut pas s'en passer, mais il est là. Il perturbe l'homme. Il nous change sans qu'on s'en aperçoive. Il atrophie notre puissance d'être libre, parce qu'on va chercher des réponses chez lui au lieu de les puiser au fond de notre être et de nous-mêmes. Il perturbe nos choix. Il minimise, ça pour moi c'est important, mais ça c'est personnel, il minimise notre confrontation au pullulement des alternatives. C'est-à-dire que, comme on a le numérique à notre disposition, on ne va pas chercher autre chose.
Et il y a des tas d'idées qui seront plus du tout, qui seront peut-être complètement idiotes, je ne sais pas, mais ça va diminuer notre créativité d'homme. Vous allez sur un site marchand, vous achetez une paire de chaussures, vous allez avoir une avalanche de dire achetez mes chaussures, achetez des trucs, tous les sites vont défiler. C'est programmé exprès. Il y a des entreprises qui surveillent ce qu'on regarde, ceux qui font la proposition commerciale. Voilà. Donc pour moi, l'IA, le numérique, il crée des nocivités immatérielles, directes, comme l'addiction, comme la précarisation des travailleurs du clic. Entre parenthèses, en Birmanie, si vous voulez aller voir ce qui se passe en Birmanie pour les travailleurs du clic, ils sont devenus des esclaves. Hein, et je suis pas, c'est pas un mot trop fort. Hein. Ça pille les ressources. Ça peut être un outil de surveillance de masse. Vous savez qu'en Chine, c'est utilisé. Ça peut accroître les inégalités. Ceux qui auront accès ou qui pourront utiliser de manière maligne ces numériques, ils seront mieux placés que les autres. Il permet des exactions. Moi, je suis tout surpris de voir autant de mensonges qui passent, autant de choses fausses qui arrivent, autant de vols, autant d'arnaques, autant de choses. Moi, sur tous les jours, j'ai 3 ou 4 téléphones. Il y en a qui me disent « Prenez mon numéro de téléphone, mettez-le sur votre WhatsApp ». Mais c'est incroyable, c'est tout le temps. Et puis en plus, là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA est devenu un champ de bataille des très grandes puissances. Et pour ne pas les nommer, bien sûr, il y a l'Amérique et la Chine actuellement. Puis l'Europe commence un petit peu à s'éveiller à ça. Alors, l'écologie, ça va faire plaisir à Claude, ça. Mais moi, l'écologie, c'est... Alors, pourquoi j'ai pris l'écologie? Parce que, comme je dis, j'ai mal à ma Terre. Moi, j'ai ma Terre, l'évolution de la Terre telle qu'elle est actuellement, ma planète, elle me fait mal. Alors, je vais lire le bouleversement du climat, les inondations, les ouragans, les tornades, les incendies, la pollution de l'eau, de l'air, de la terre sont les dégâts les plus évidents. Mais on en oublie beaucoup. Les traits de côte, vous savez, la mer qui avance et puis qui détruit. La perturbation des courants marins. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui disent que les courants marins qui établissent, qui régulent les températures entre les zones chaudes et les zones froides, ils sont en train en termes de vitesse, ils sont en train de changer. Alors je sais, mais pour l'instant, les mesures ne sont pas certaines, mais ils pensent que c'est en cours. L'équilibre les équilibres chaud-froid entre les pôles et l'équateur, l'eutrophisation des rivières. Je pensais l'autre jour à la Loue, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais gamin, la Loue, je rêvais d'aller pêcher dans la Loue, il y avait des poissons tous les 10 cm, enfin j'exagère, puis maintenant il n'y a presque plus rien, Alors, le blanchiment des coraux, le dégel des glaciers, des permafrosts, je suis sûr d'en oublier, mais c'est tous ceux qui sont venus à l'esprit. Et puis en plus, la disparition de 80% des insectes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont un petit peu d'âge comme moi, quand ma première voiture, c'était une 2 chevaux. En été, je m'arrêtais et puis j'étais obligé de m'arrêter pour laver le pare-brise. Ouais, parce qu'il y avait plein d'insectes. Maintenant, je fais 500 km, je lave plus le pare-brise. 2/3 de la masse biologique a disparu. 2/3 des arbres, c'est fou, quoi. La chute drastique de la biodiversité. Et alors ça, j'aurais peut-être dû le mettre entre parenthèses. Actuellement, on estime, alors le on, j'ai trouvé ce chiffre-là dans plusieurs endroits. Je l'ai recoupé, mais est-ce qu'il est juste? Il y a environ 500 000 décès par an qui sont imputables à la pollution. 500 000 décès par rapport aux 8 milliards d'individus. C'est-à-dire, grosso modo, si je me trompe, vous me dites, c'est grosso modo un 16e. Ouais. Alors, nous consommons plus que ce que la planète produit. Donc, on pioche toujours dans les réserves de la planète. Le 1er août 2023, c'était le jour du dépassement. C'est-à-dire que le jour où les hommes ont consommé plus que la planète entière avait produit. Et si je ramène ça simplement à la France, eh bien, ça s'est passé le 5 mai 2024. Donc, il arrive un moment où il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, j'ai mis quelques exemples. Alors, il y a quand même un verre. C'est la couche d'ozone.
La couche d'ozone a vraiment le trou de l'ozone. Vous savez, je prends ceux qu'on a déjà entendu parler, le trou de l'ozone, il a quasiment disparu. C'est quasiment le seul truc positif que j'ai trouvé au niveau écologie. L'eau douce, c'est-à-dire que le volume d'eau douce disponible par habitant, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ça s'est cassé la figure de 12 à 6, ça s'est divisé par 2. Les captures de poissons, c'est passé de 50 à 110. Les zones maritimes, je ne me souviens plus de celle-là. Les zones mortes en mer. Par exemple, dans la mer Baltique, il y a des endroits et il n'y a plus rien. Il y a quasiment plus qu'une sorte de mousse au fond, sur le fond. Il n'y a plus aucune vie. Et ces zones-là augmentent. Les forêts, donc, qui se cassent la figure. Moi, je ne veux pas parler de la forêt équatoriale en Amazonie. Par contre, entre parenthèses, nous, notre pays, la forêt a tendance à grandir parce que la forêt est gérée correctement. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. La disparition d'espèces vertébrées, ça se casse la figure. L'émission de CO2 qui monte. Le changement de température qui monte. Bon, et puis là, le changement de température, j'ai une autre courbe, vous reverrez. Puis la population des gens qui monte. Ouais. Ah, pardon. Je me suis trompé de côté. Ça, c'est la température à la surface de l'océan Atlantique. Alors, tout ce qui est bleu, c'est donc là vous voyez, ça c'est le 1er janvier, et puis ça c'est le 31 décembre. Donc, c'est les courbes de chaque année. Chaque courbe, c'est d'une année. D'accord ? Puis vous voyez, le 2023, c'est la courbe rouge. Et le 2024, il est encore pire. Vous voyez, on est en train de sortir. On est vraiment en train de sortir de ce qui se passait avant, au niveau température. Et ça, je répète, c'est la température à la surface de l'océan. Or, la température à la surface de l'océan, ça donne la quantité d'eau qui sont évaporées, qui augmente, puis ça donne les inondations, ça donne des pluies, des tornades, etc. etc. Voilà. Les courants marins. Donc là, ces courants, je l'ai dit tout à l'heure, donc je passe. Donc ça, c'est les courants qui régulent la température globale du monde entier, de l'univers entier. Et il faut savoir que dans les zones où ces courants sont proches des côtes, ça influe sur les climats du pays. Voilà. Alors l'écologie. Les mesures prises par les COP, vous connaissez les COP, c'est la peine que vous les expliquez, ne sont pas au niveau des nécessités pour stabiliser ou inverser la tendance. Il y a quasiment un coefficient 10. Bon, le coefficient 10, j'ai trouvé de temps en temps, j'ai trouvé 3. Comment ? Les COP, tu sais, c'est les réunions, les conventions mondiales où tous les chefs de pays qui sont réunis pour essayer de trouver un plan pour arrêter la destruction de la planète. Et on n'y arrive pas. Et les prix, par exemple, on voulait limiter la hausse de la température à 2 degrés. On est déjà certain qu'on atteindra au minimum 2, voire 3, voire plus. L'écologie va très mal. Alors ça, j'ai pas pu m'empêcher de la mettre parce que j'ai trouvé très significative. Ça, c'est pas de moi, mais je l'ai trouvé chez un philosophe. L'histoire à l'échelle géologique de notre planète ne retiendra qu'une chose de notre humanité. L'homme est la seule espèce qui aura exterminé une très grande partie des autres espèces et bouleversé la planète entière à lui tout seul. Et ce philosophe, il dit, ça sera la signature de l'homme. Bon, évidemment, c'est pas un chrétien. Mais quand on lit ça, quand on réfléchit, on peut presque pas lui donner tort, quoi. Donc notre terre est vraiment en danger, elle nous fait mal. Alors j'ai voulu, donc moi je suis comme vous, enfin j'espère, moi je suis un chrétien, et on vit dans ce monde. On vit dans ce monde qui est bombardé de plein de choses, qui est bouleversé. Et nous, on vit dans ce monde. Et pourtant, notre foi, ma foi, votre foi, nous différencie du monde. La conversion chrétienne nous change,
elle nous change profondément. Pour certains, puis on l'a vu, je pense aux gens qui sont passés par les cours alpha, on voit, il y a des gens qui changent à 360 degrés, qui changent complètement. Il y a vraiment quelque chose de profond, d'important qui change dans leur vie. Alors, ouais, pardon. ouais, t'as raison de ne pas me louper. Je ne peux pas m'empêcher. C'est extra, le Olivier. Je ne l'avais pas vu, Tu fais le tour complet, puis tu repars dans le même. Comment ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, alors pour moi, c'est pas que je veux me mettre en exergue, mais donc pour moi, c'est en fait, ma conversion, c'était une simple décision, et je m'en souviens très bien, j'avais 11 ans. Et puis cette décision, je n'ai jamais remise en cause. Par contre, ma vie de chrétien, elle n'a pas toujours été exemplaire, hein, je suis le premier à le dire. Alors actuellement, ma vie spirituelle, elle est assise sur 3 piliers qui peuvent être résumés par ces mots. Culte, semaille, service. Culte, semaille, service. Ça, c'est ce que je vis. Ce que je peux vous dire aussi, que ces 3 piliers, ils s'aident l'un l'autre. Et que dans ma vie, j'ai 77 ans maintenant, bientôt 77 ans au mois de juillet, dans ma vie, ces 3 piliers n'ont pas toujours eu la même importance. Si je regarde mon emploi du temps, il y a des fois que j'étais plus culte, de temps en temps plus semaille, de temps en temps plus service. Mais les 3 ont toujours été présents. Et l'un équilibre les 2 autres, et je ne pense pas qu'un pilier seul pourrait subsister, ou 2 piliers seuls pourraient subsister. Pour moi, c'est ma conviction perso, hein. Je pense qu'ils sont nécessaires à la vie d'un chrétien. Bien sûr, notre vie chrétienne n'est qu'une suite de chutes à cause de nos faiblesses et de ressources grâce à l'action divine. Merci Seigneur. Mais Dieu est toujours présent. Dieu permet les épreuves, mais dans l'épreuve, il est présent. Dans nos chutes, il est présent. Enfin, je pense à des petites histoires que je racontais à mes enfants à l'école du dimanche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tu peux préciser semaille? Qu'est-ce que tu entends par semaille? Semer la bonne nouvelle. Non, c'est essayer d'enseigner les autres, d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Comment ? Culte, le culte, c'est la louange, l'adoration, la méditation, la prière. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la relation personnelle avec Dieu. C'est comme ça que j'ai le... Mais tu fais bien de poser la question. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis service. Alors, c'est service des frères et sœurs, mais aussi d'autrui. Et puis, dans le service, un simple sourire peut changer les choses. Je veux pas j'ai des anecdotes dans ma vie, je veux pas prendre du temps pour ça, mais donc culte, semaille, service. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Alors, je me suis amusé à faire ça. Alors là, ici, c'est donc les besoins. Alors, j'ai trouvé 4 niveaux, mais les psychologues, ils sont plus forts que moi, les psychiatres encore plus. Ils auraient peut-être trouvé d'autres choses. Mais moi, j'en ai juste pris 4. Pour l'homme moderne, entre parenthèses, c'est le vieil homme de la Bible. Je ne peux pas m'empêcher de... Donc il y a des besoins physiologiques, nourriture, vêtements, toit, sexualité, essentiellement. Et puis là, l'homme moderne et puis le chrétien, ils ont les mêmes. Dans les besoins, une fois qu'on a tout ça, l'homme moderne, il cherche à en avoir encore plus. Toujours plus de tout. De confort, d'argent, de satisfaction, de plaisir. Et moi, je pense que le chrétien, il a aussi cette tendance-là, bien sûr, il ne faut pas se leurrer, on n'est que des hommes. On doit rechercher, moi j'essaye de rechercher ce que j'ai appelé la sobriété simple et heureuse. Comment ? Ouais. Un peu de confort, un peu de superflu, l'argent sans trop, la satisfaction du devoir accompli. C'est à ce niveau-là. Alors, je reviens à l'homme moderne. L'homme moderne, une fois qu'il a toujours plus, qu'il a tout ce qu'il veut, il va chercher le pouvoir. Par contre, le chrétien qui est engagé, qui a une motivation vraiment engagée en Dieu, lui, il fera le service.
Et puis le dernier niveau de motivation et de besoin, l'homme moderne, il va chercher la gloire. Et puis nous, on cherche le salut. Et quand on essaye, c'est tout simple, hein, c'est tout simple, c'est presque caricatural ce que je dis là. Mais au travers de cette analyse rapide, on voit qu'on arrive à retrouver les origines de la décadence de notre monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Ah, pardon. Alors, juste pour commenter ça, je vais simplement lire quelques versets. Ils sont tellement simples, ils sont compréhensibles, ils sont directement compréhensibles. Proverbe 30, versets 8 et 9. « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. » Ça, c'est un verset et on le retrouve dans ce que j'ai dit. Un autre verset, je n'en ai pas mis beaucoup. Hein. Je trouve la Bible, sur le sujet, on peut en donner des trous. 1 Pierre 5, versets 6 à 9. Je suis sûr que c'est des versets que vous connaissez tous. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ça, c'est un verset qu'on connaît bien, mais c'est un verset qui nous avertit bien des dangers du monde. Hein. Alors, revenons au contenu des paragraphes précédents. Le numérique, l'écologie, l'origine de leur dérapage doivent être recherchées d'abord dans la motivation des propriétaires de ces fameuses sociétés et des décideurs des grandes sociétés, des gouvernements et du monde. Et on retrouve toujours la recherche de l'argent, du pouvoir et de la gloire. Et ces trois forces-là sont présentes partout dans le monde. Et c'est ces trois forces-là qui créent des conséquences et qui détruisent le monde dans lequel on vit. Et c'est ces trois forces-là. Et puis aussi, à plus de ça, il y a le comportement de tous les autres hommes qui ne sont jamais rassasiés, qui en veulent toujours plus de tout. Hein, je ne veux pas... Voilà. Et quand on lit ça, on ne sait pas lutter contre ça. On ne sait pas lutter contre ça. Alors, oui, pour moi, ce sont le toujours plus, la recherche du pouvoir, de la gloire, qui différencie le chrétien de l'homme moderne, c'est entre parenthèses le vieil homme, bien sûr, et ce sont aussi les principales causes de ces dérapages nocifs. Je dis bien nocifs. L'avenir est sombre. Ces causes profondes ne s'arrêteront jamais. Nos sociétés, nos civilisations, notre monde vont droit dans le mur. Et ça, quand on essaye d'être un petit peu lucide, ce que j'ai un peu étudié là, ça me le montre vraiment, j'allais dire comme le nez au milieu de la figure, quoi. Il y a... De plus, alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi, les structures de notre monde actuel, c'est-à-dire quand je dis les structures, c'est les structures administratives, politiques, financières, économiques. Donc toutes les structures de ce monde, elles verrouillent cette situation par leur organisation, par leur présence, par leur recherche. Et le retour en arrière ou vers d'autres solutions est quasi impossible. Donc notre monde est, non seulement il va dans le mur, mais il est comme un train sur des rails qui peut pas et il n'y a plus d'aiguillage possible, ou quasiment plus. Je n'en trouve plus. Voilà. Les moteurs et les freins à cette évolution malsaine resteront toujours là, parce que l'homme est l'homme, tout simplement. Alors, que faire ? Que faire ? Alors, les intellectuels, alors je pense encore, quand j'ai écrit ça, j'avais vraiment le sourire.
Les intellectuels, les philosophes préconisent de changer de civilisation, de passer à des civilisations plus douces, qui minimisent la consommation, la croissance économique, mais poursuivant d'autres motivations pour être heureux d'une autre façon, comme la recherche de la beauté, par exemple via les arts, la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, etc. D'autres voient aussi comme la méditation ou la rêverie ou le rapport avec ce que j'appelle la poésie, c'est-à-dire un peu la transcendance, un peu ce genre de choses. Et puis d'autres préconisent de revivre intimement avec la nature. Parce que la nature, quand on vit auprès de la nature, quand on aime la nature, on sent que la nature nous rééquilibre sur ces sujets-là. Voilà, mais ça, pour moi, c'est voué à l'échec. Toutes les civilisations douces sont perdues. Et il y a des exemples forts. Moi, j'avais étudié la disparition des civilisations des Indiens de l'Amérique du Nord. Pour donner un exemple, certaines de ces tribus, ils utilisaient, quand ils tuaient un buffle, ils utilisaient tout, ils ne jetaient rien, tout était utilisé. Quand ils cueillaient une racine, ils laissaient une partie de la racine et ils rebouchaient le trou. Ils ne détérioraient pas, ils ne détérioraient jamais la nature. Et puis ces Indiens-là, ils ont vu arriver les colons américains qui labouraient la terre. Ils étaient vraiment chamboulés, complètement chamboulés, et ils savaient pas faire. Donc pour moi, changer de civilisation, passer d'une civilisation agressive à une civilisation douce, moi j'y crois pas. Je ne pense pas que l'humanité sera capable de faire ça. Ça, je ne pense pas. Alors, le chrétien. Alors, oui, l'Apocalypse arrive. L'homme y participe. Je dirais même, il bâtit en partie cette destruction. C'est l'homme qui le bâtit. Il tend même à bloquer les autres issues. Et finalement, l'Apocalypse, Dieu l'accomplira. Il l'achèvera. Et c'est qu'une question de temps. Qu'une question de temps. Alors nous, en tant que chrétiens, que faire ? On pourrait imaginer, je pense à des gens qui veulent lutter avec les écolos pour trouver des trucs pour que la terre soit moins détruite, à des gens qui vont lutter pour avoir des lois qui préservent l'individu, etc. Mais moi, je pense que nous, chrétiens, c'est pas là que Dieu nous attend. C'est mon avis, hein, et chacun, je veux pas me mettre en avant, mais c'est ce que je pense. Pour moi, un chrétien, on doit d'abord être lucide sur ce qui se passe. Pour moi, il semble inutile de lutter contre l'arrivée de cette catastrophe, parce qu'elle viendra. Elle viendra, c'est simplement une question de date. Et la Bible nous dit, je ne l'invente pas, vous le savez mieux que moi, veillons et prions. Le diable rugit, il séduit, il se camoufle, mais et à nous de veiller et de prier. Ça, c'est notre rôle, ça, dans la société, qu'on soit des sentinelles de notre société. Mais, ça c'est mon côté perso aussi, mais que notre veille soit active. Restons ancrés à la parole. Restons vraiment ancrés à la parole. Je ne peux pas vous dire mieux, mon épouse et moi, on lit la Bible tous les jours. Cette lecture quotidienne, elle nourrit la foi. Et je pense que si on est accroché à la parole, il y a quelque chose vraiment qui se passe et on est nourri, on est revivifié, on est changé par Dieu. Alors donc que notre veille soit active, restons ancrés à la parole, fortifions notre foi et agissons. On se doit d'agir en tant que chrétien. Mais pour moi, les actions du chrétien, c'est culte, semaille, service. Culte, semaille, service. C'est le Seigneur qui fera la moisson, c'est pas nous. Donc, et puis après, je ne peux pas m'empêcher de penser, parce que quelque part, j'ai un peu de mal avec ça, mais quand même, soyons plus proches de la radicalité que du laxisme. Être laxiste en tant que chrétien est pour moi quelque chose qui ne va pas bien. Alors, puis le pire, c'est que j'en ai un... Merci, hein. Merci. Alors,
La pensée de l'Apocalypse, comme celle de l'enfer, moi, elles me sont pénibles. C'est quelque chose que j'ai du mal à supporter, ça me fait mal, quoi. Mais, en tant que chrétien, je ne peux pas prier Dieu pour les supprimer. Parce que je sais que l'enfer et l'Apocalypse, c'est dans le plan de Dieu. Et que Dieu, s'il veut changer, il changera. Mais moi, je n'ai pas à lui demander, c'est lui qui décidera. Pour moi, c'est comme ça que je le vis, quoi, tout simplement. Alors, Attends, oui, je voulais prier d'abord, et puis je voulais une dernière... je vous propose, puisque j'arrive à la fin, je vous propose de prier. Nous prions. Alors, j'ai écrit ma prière parce que pour moi, prier, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Prier, c'est quelque chose, c'est dans la relation qu'on a avec Dieu, c'est quelque chose d'important. Ça nous rend vivants, il y a quelque chose qui se passe quand on prie. Alors, nous prions. Rendons gloire à notre Dieu, parce qu'il mérite notre adoration. Il est tout-puissant, créateur, il est toujours présent, il est 3 fois saint, il est juste, et surtout, il est amour, et son amour est immense. On veut dire merci à Dieu, merci au Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, il est amour, un amour infini. Il est miséricorde, sa miséricorde est insondable. Il a un pardon parfait. Sa compassion est toujours présente. Sa grâce est merveilleuse. Je pense qu'on ne dit pas assez merci au Seigneur Jésus. Merci donc pour tous les bienfaits divins, à commencer par le salut, puis pour notre Église, pour nos anciens, notre communion fraternelle, pour tout ce qui se passe dans notre Église. On ne dit jamais assez merci à Dieu. Oui, Seigneur, bénis-nous, garde-nous tous, notre Église, nos anciens, chacun d'entre nous, nos familles, renforce notre foi, rends-nous solides, accrochés à ta parole, Seigneur. Oui, c'est ta parole dont on a le plus besoin. Oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit présent en nous, dans notre Église, que toi, le divin médecin, tu guérisses et que tu soulages tous nos frères. Ils ont besoin de toi dans leur santé. Interviens aussi dans leur vie quotidienne et de celle de tous les membres de notre famille. Et Seigneur, on te prie aussi pour tous ceux qui ne sont pas encore tes enfants, Seigneur. Et on veut simplement te dire encore une fois merci. Oui. Amen. Alors, pour terminer sur une note optimiste, parce que ce que je voudrais raconter, c'est quand même pas terrible. La science et les techniques ne cesseront pas d'innover. Elles diminueront certains effets négatifs des dernières évolutions. Le pseudo-progrès est toujours en marche. Quelquefois, la science, elle lutte contre les effets du progrès. Et il y a des exemples. Je pense que tout le monde a des exemples. Actuellement, par exemple, il y a des gens qui sont en train d'inventer pour enlever le gaz carbonique de l'air. Et puis ça marche. L'accroissement du nombre de chrétiens évangéliques est de l'ordre de 30% ces 10 dernières années. Alors je l'ai trouvé. Alors c'est sur le monde entier. J'ai pas ramené ça à un pays. L'évangélisation peut amener beaucoup de personnes au salut. Et ça, les semailles, c'est notre rôle. Puis toujours, notre Dieu est tout-puissant, toujours présent. Surtout, il est amour. Et quand dans notre relation personnelle qu'on a avec lui, quand on dit Dieu est amour, ça dépasse les mots. C'est-à-dire, c'est du vécu, c'est du senti, c'est du vrai, quoi. Pardon. Alors, notre espérance n'est pas de ce monde. Ça, il faut bien être conscient. Elle est là-haut, auprès de lui, pour l'éternité, sans pleurs, sans grincement de dents, mais avec la douce présence de Dieu. Et là, ce sera encore mieux. Je pense que nous, chrétiens, on doit espérer le salut, on doit espérer ça, oui. Oui, l'Apocalypse est d'abord destructrice, ça c'est vrai, et ça viendra, j'en suis moi persuadé. Notre monde actuel disparaîtra. Mais l'Apocalypse nous donne aussi accès au monde meilleur prévu par Dieu, pour tous ses enfants. Et là, on bénéficiera de sa présence aimante et éternelle. Voilà ce que je voulais vous apporter ce soir.